catalogue, ce ne sont pas des catalogues complets, donc il n'y a pas grand-chose effectivement dedans, mais enfin vous pouvez vous faire une idée, parce que ça sera fait à partir d'expositions qui ont eu lieu cette année à Paris, que vous avez cette année, c'est-à-dire il y en a une qui n'a pas eu lieu cette année, il y a 2 ans, mais elles sont terminées, donc on peut pas les voir, peut-être qu'il y en a qui se continuent encore, d'Andy Warhol, qui a 2 ans, donc parce que ça a été terminé, on ne peut pas la voir. L'autre, de Marcel Duchamp, je ne sais pas si c'est continué, peut-être. Et l'autre de Niki Saint-Phal, qui doit se prolonger. Alors, pour que vous puissiez avoir des images quand même devant les yeux, je vais faire circuler, ne les immobilisez pas, donc regardez rapidement, de façon à ce que la circulation soit rapide, et au besoin, ensuite, on regardera plus précisément s'il y a des images qui doivent peut-être regarder. Je vais montrer là, puisque lui, il photographie, donc on le représente. Ici, c'est Warhol qui est connu. Ils sont connus, les uns et les autres, d'ailleurs. Donc je place, mais maintenant, il y a Marcel Duchamp. Oui, ça, qui est connu aussi. Niki Saint-Phal est connu, peut-être moins connu, mais on peut présenter un peu des images, une image de ce qu'elle représente. Je fais circuler pour qu'on ait ça devant les yeux et voir à quoi cela s'applique. Le thème général de ce séminaire, je l'avais dit, mais déjà l'an dernier, parce qu'il se prolonge un petit peu sur l'an dernier, c'est Art et vie. Art et vie, c'est un titre qui est tout à fait banal, puisque je regardais hier et je voyais qu'il y a à la fois une revue qui s'appelle comme ça, je ne sais pas, il y a des disciplines même qui s'appellent comme ça, donc le titre est extrêmement général. Mais je m'appuie essentiellement sur une phrase que je vous avais citée au début de l'an dernier, mais comme c'est un prolongement, je pense qu'elle est utile. Elle se trouve dans Gilles Deleuze, Différence et répétition, page exactement 375, où il fait une petite analyse, une petite incursion du côté de l'art. Et je vous demande de noter d'ailleurs la formule que vous pourrez retenir et de l'écrire, c'est car, voilà la phrase de Deleuze, car il n'y a pas d'autre problème, car, je le dicte lentement, car il n'y a pas d'autre problème esthétique que celui de l'insertion de l'art ah oui, vous voulez ça? Alors, c'est ça, il y en a une. Non, non, je peux pas, parce que j'en ai besoin. Que celui de l'insertion de l'art dans la vie quotidienne. Et il commente ce que je résume en disant qu'il lui arrache des petites différences et qu'il fait résonner des séries qu'il détourne la standardisation des stéréotypes
standardisation des stéréotypes de consommation, de destruction et de mort. Ce sont donc des petites différences, des déplacements qui font que l'art va faire entrer justement quelque chose, s'insérer en quelque sorte dans la vie quotidienne. Et la proposition, l'indication, l'ouverture que je fais aujourd'hui porte essentiellement là-dessus. Ce n'est pas une conférence ni un exposé exhaustif, c'est simplement une indication d'orientation. Nous nous orientons vers cette direction, de savoir de quelle façon il y a dans l'art quelque chose qui s'applique à la vie quotidienne et qui opère ces différences qui vont être tournées non pas vers la mort, la destruction, l'uniformisation ou standardisation, les mots sont difficiles à prononcer, mais au contraire vers la vie, l'augmentation de sa puissance. Et c'est pour ça que je l'ai cette année aussi d'une façon provisoire, mais à titre indicatif, orienté sur ce mot de bonheur. On aurait pu également, mais ça aurait été une orientation qui, alors celle-là, aurait été peut-être plus spinoziste, l'orienter vers la notion de santé. La notion de santé qui est prise à Spinoza dans première partie de l'éthique de Spinoza, dans l'appendice, où ce n'est pas l'art exactement, mais c'est le beau. C'est le beau. Alors c'est déjà un problème, vous voyez, qui est posé, mais que je laisse en suspens. Et qui est aussi quelque chose dont nous aurons à analyser la notion, c'est-à-dire c'est celle de beau, aussi d'une façon un peu impressionniste, si vous voulez, non pas d'une façon d'abord trop systématique, mais un petit peu en poursuivant une enquête pour savoir quelle est la relation qu'il peut y avoir dans l'esthétique entre le beau, l'art. On voit que ce sont des concepts qui sont très proches, mais qui peut-être ne sont pas totalement identiques. De quoi qu'il en soit, Spinoza, cette notion de beau, il l'appliquait à la santé. Et dit beau, donc là aussi, et dit beau, c'est-à-dire que ce sont des notions qui font appel aussi aux formules, aux parties du discours, aux expressions à l'intérieur desquelles elles sont prises. Ce ne sont pas des notions que l'on peut considérer comme absolues, c'est ce qui est dit. C'est dit, il y a des choses qui sont appelées beaux, c'est ce qui contribue à la santé. Et laid, c'est ce qui est son contraire. Donc c'est intéressant, peut-être parce que cela s'insère à l'intérieur d'une pratique, d'une théorie, d'une philosophie pratique générale de Spinoza qui va vers l'augmentation, ce qu'il appelle l'accroissement de la puissance, et donc relativement au corps, la santé du corps, mais également relativement à ce que Spinoza ici laisse peut-être sous silence, c'est-à-dire la volonté, le plaisir, le désir, c'est peut-être impliqué dans cette notion de santé, mais ce n'est pas directement autour de quoi il fait graviter cette définition du beau. Moi, j'ai pris bonheur, ce n'est pas à Spinoza qui est emprunté, c'est à Henri Bell, Stendhal, appelé Stendhal, c'est son pseudonyme,
Et je l'ai écrit en Ribelle, pour peut-être ceux qui étaient étrangers ne sauraient pas exactement l'orthographe. C'est exactement, je donne la référence, parce que souvent on voit manier cette expression, le beau est une promesse de bonheur. La référence exacte, ça se trouve dans De l'amour de Stendhal et chapitre 17. Mais c'est à prendre sous une forme qui déjà nous induit peut-être à une autre orientation de la réflexion et peut-être à une relativisation de ce que l'on peut affirmer par là. Le beau est une promesse de bonheur, mais c'est dans une note, dans ce chapitre 17, au moment où Stendhal parle non pas du beau, mais il parle de l'amour, il parle de l'estimation qu'un homme peut faire des raisons qu'il a d'aimer une femme, et dans quoi entre en particulier la beauté. Mais immédiatement, il relativise cette beauté, en disant, mais la laideur peut être également de la beauté. Donc c'est pas tout à fait comme Spinoza, qui dit, lui, au contraire, est beau ce qui contribue à la santé, et le lait, et la laideur est son contraire. Ici, c'est pas tout à fait le contraire, parce que la laideur peut entrer également dans l'attraction qui est le propre de l'amour, le propre du désir, dans ce qu'il a non seulement de physique, mais également de spirituel. Mais la laideur peut y entrer parce que, il dit à certains moments, une femme peut ne pas être belle au sens que l'on entend ordinairement, elle peut avoir des défauts, elle peut avoir des cicatrices. Il parle ici des cicatrices d'une maladie qui a à peu près disparu à l'heure actuelle et qui était extrêmement répandue, endémique au XIXe siècle, et qui s'appelait la petite vérole, qui laissait des traces, des marques indélébiles sur le visage, que ce soit des hommes ou soit des femmes. Et il dit, elle peut être marquée ainsi, et malgré tout, être considérée comme belle. Il y a également dans ce texte une phrase intéressante en disant, si on peut numéroter la beauté, on peut dire, si la beauté parfaite, disons qu'elle a la note 4, eh bien, il y a une beauté secondaire qui a la note 3, une autre a la note 2, et un homme qui aime une personne qui a la note 3 peut fort bien préférer la personne qui a la note 2 pour des raisons qui sont les raisons qui transforment la beauté, la laideur en beauté, qui porte non pas sur un caractère, c'est moi qui traduis et qui recompose un peu le texte de Stendhal. Il dit parce qu'il ne s'exprime pas exactement comme cela. Mais le sens de son texte est un petit peu cela. Si l'on applique des critères qui sont quasiment mathématiques à une estimation du beau, toutefois, justement, l'amour va colorer ce beau, va colorer la laideur et la transformer en beau de telle façon qu'au fond, on ne pourra pas savoir s'il y a une validité objective d'une beauté absolue et si elle n'est pas transformée justement en quelque chose qui soit qui fasse entrer son contraire même, c'est-à-dire la laideur qui est magnifiée, qui est transformée par l'amour. Il appelle cela dans un autre chapitre la cristallisation qui est opérée par l'amour, c'est-à-dire l'amour va introduire
un élément. Et c'est pourquoi la note que Stendhal place ici dans son 17e chapitre, c'est le beau n'est qu'une promesse de bonheur. Donc il y a, n'est que, il y a une sorte de restriction. C'est-à-dire que le beau, tel qu'on l'applique à un corps, à un visage, entre comme un élément, mais c'en est la promesse. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut faire partie absolument, qui peut définir absolument le bonheur que l'on peut se procurer. Donc la phrase est plus complexe dans son sens, plus ambiguë, et qu'il ne paraît au premier abord. C'est-à-dire que d'une part parce que le beau entre dans la composition d'un sentiment qui le cristallise et qui ne s'identifie pas directement à lui. D'autre part, ce beau qui est intégré à quelque chose qui est le bonheur et à ce qui procure le bonheur, c'est-à-dire l'amour, est donc un élément qui en est un ingrédient, une composante, mais ça n'en est pas l'ensemble, ce n'est pas ce qui permet de le traiter d'une façon totalement quantifiable et totalement mathématisable, si l'on peut dire. Donc il y a dans la formule de Stendhal quelque chose qui est à la fois intéressant parce qu'il fait intégrer le beau à l'intérieur d'une autre forme d'intérêt et qui fait que le beau n'est pas en lui-même considéré comme étant un absolu qui déterminerait l'amour, et ni même qui pourrait être en lui-même susceptible d'occuper une échelle définissable. Sur ce plan-là, on pourra par conséquent discuter autour. Je ne fais qu'ici donner un certain nombre de définitions et d'indications, de directions pour les orientations que l'on pourra prendre dans la discussion. Donc, si j'ai pris bonheur, c'est pour montrer que la notion du désintérêt qui s'applique à la beauté ou qui s'applique à l'esthétique n'entre pas exactement dans les catégories qui sont adoptées par Stendhal, puisque il n'y a pas de possibilité de définir le beau en lui-même. Il entre dans un ensemble qui est précisément la recherche du bonheur, l'amour, l'affectivité, etc. On pourrait confronter cette définition ou cette qualification de Stendhal à une autre qualification qui également fait entrer la beauté à l'intérieur d'un ensemble où le beau n'est pas quelque chose d'absolument définissable ou déterminant. C'est chez Baudelaire, dans le salon de 1846, je crois, ou 55, je ne me rappelle plus quel est son salon, où il dit, c'est une phrase également que j'aurais pu faire intervenir, et qui est célèbre, le beau est toujours bizarre. Il est toujours bizarre. C'est-à-dire que là, alors il commente en disant, définissez, supposez, c'est ça, que quelque chose est banal, quelque chose qui est banal ne peut être beau. Donc la banalité ne peut être considérée comme appartenant à la beauté. On pourrait dire qu'il y a dans la beauté ce que disait un peu d'ailleurs, relativement à l'esthétique, la phrase de Deleuze, il y a une différence. La beauté, c'est quelque chose qui introduit, ou l'esthétique, une différence. C'est ce différentiel qui compte, le différentiel qui crée le bizarre. Supposez le banal
il n'y a pas de beauté, il y a toujours le bizarre. Tout cela, je le cite parce que ça me fait penser un peu aux recherches, à ceux qui prépareraient les recherches qui ont été celles qui, dans l'art contemporain, a amené progressivement l'activité artistique à se détacher de problèmes concernant la beauté et s'orienter précisément vers la recherche de ces ruptures, vers la recherche de ce qu'on appellerait le différentiel en quelque sorte, que ça soit à l'intérieur même de l'art classique ou de l'art académique, ou que ce soit d'une façon beaucoup plus générale, relativement à la vie quotidienne, par un déplacement qui va créer dans cette vie quotidienne un différenciel. Puisque j'ai cité par exemple Duchamp, et que vous en avez des exemples sous les yeux, on pourrait dire que ce qui va caractériser cette rupture ou ce changement ou cette modification du regard que les opérations, les activités, qu'elles soient de rupture ou de continuité, mais essentiellement de rupture, introduite par Duchamp, qui n'est pas le seul d'ailleurs, ni le premier, c'est précisément d'apporter ce différentiel dans la quotidienneté. Ici, ce différentiel sera d'une façon, on pourrait dire, provocante et radicale, littérale, apportée par Duchamp avec les ready-made, qui sont les objets courants, les objets quotidiens qui vont être transportés et transformés, peut-être non pas dans leur composition, mais dans leur position, au sens propre, dans leur situation, dans la façon de les considérer et de les traiter, qui vont être transformés en objets artistiques, dont on ne dira pas qu'ils sont beaux, mais qui entreront dans ceux qui composent le domaine de l'art en général, donc le domaine de l'esthétique, le domaine, entre guillemets, le domaine de la beauté, qui va établir précisément par ce transport, par ce déplacement, par ce simple geste d'opération imperceptible, d'opération que peut-être c'est à cette opération que Duchamp appliquera cette notion très curieuse à laquelle il a consacré quelques réflexions qu'il appelle l'inframince, différenciant le quotidien, la vie quotidienne, l'objet quotidien, et son transport, tout à coup, dans le domaine de l'esthétique. Ce qui va séparer le domaine de l'esthétique de ce qui n'est pas l'esthétique, mais l'ustensilité, c'est précisément cet imperceptible, ce différentiel à peine saisissable, cet inframince qui tout à coup va s'intercaler entre l'objet et de la réalité et l'objet de l'esthétique. On pourra dire que c'est une subtilité qui vient simplement d'un tour d'expression, oui peut-être. Donc c'est aussi un domaine sur lequel nous aurons à discuter, qui est de la même nature que celui du déplacement dans le domaine esthétique, qui fait que ce n'est plus le beau qui va en être le centre ou le pôle, la visée essentielle, mais quelque chose d'autre. Également, là, on voit que s'opère relativement à la réalité une sorte de déplacement qui est en soi
peut-être indéfinissable, mais qui est tout à fait essentiel à la compréhension des opérations qui vont être ce que Alain Jouffroy avait appelé à juste titre une révolution du regard. J'aurais appelé peut-être ce séminaire sur art et vie cette année, peut-être au lieu de promesse du bonheur, j'aurais pu l'appeler également révolution du regard. Que l'on voit s'opérer, je termine ici cette petite présentation, aussi bien par conséquent chez Stendhal, lorsqu'il parle du beau promesse du bonheur et qu'il ajoute n'est que la promesse du bonheur en mettant en relation ces deux domaines, le bonheur, l'amour, d'autre part la beauté. On voit que ces domaines sont rapprochés les uns des autres. Une personne aimée est une personne belle, mais la beauté de cette personne aimée n'est pas précisément la beauté, peut-être, et même la beauté peut n'être pas aimée, peut-être, et tandis que la laideur, à un certain moment, peut être aimée et par cela même être transformée en beauté. Donc il y a un flottement, une sorte d'interférence des plans qui sont mélangés, qui s'entrecroisent, qui font une sorte de mouvement d'indécision se crée autour de cette notion, de ces notions plutôt, qui sont celles de l'esthétique, de la beauté, d'une beauté qui peut être considérée comme naturelle étant liée à l'amour, ou d'une beauté au contraire qui n'a plus affaire à une personne humaine, qui n'a plus affaire à une sensibilité, à une affectivité plutôt, ni à l'attirance d'un désir ou d'un plaisir sensuel, mais qui est cette beauté qui est procurée par l'objet esthétique, et qui lui aussi, comme vous le voyez, est pris dans un complexe qui fait que il y a un déplacement qui fait s'entrecroiser un certain nombre de plans, un certain nombre de notions qui font partie de la même, du même champ à la fois de sensibilité et de connaissance et de réflexion, mais qui constituent chaque fois des plans différents, des plans qui interfèrent, qui s'entrecroisent, qui sont en résonance les uns avec les autres. Je vous disais que Duchamp a fait entrer justement ce déplacement, ce glissement du réel dans l'esthétique par le fait qu'il a pris des objets tout faits à l'extérieur qui sont dans l'ustensilité et qui les a détachés de leur fonction, de leur destination artisanale, ustensile ou quotidienne, mais en même temps il venait aussi, et l'exposition qui est présentée ici le montre bien, il venait aussi d'un travail interne à la peinture elle-même qui avait opéré ce déplacement dans des mouvements dont à cette époque-là, vers de 1910-1911, l'essentiel était le cubisme, qui n'allait plus traiter du tout le réel à la façon de la Renaissance, à la façon perspectiviste ou réaliste, qui s'est conservé jusqu'à Courbet, pas dans le romantisme, mais qui allait le traiter précisément par suite d'une différence et d'une interférence de plans, à la fois sur un plan et un plan qui est fait de plans entrecroisés. C'est très intéressant de voir, on ne peut pas dire qu'il y a ici peut-être une relation intentionnelle, mais pour celui qui le regarde aujourd'hui, il y a quelque chose de très intéressant de voir comment cette rupture qui dans l'art moderne, dans l'art contemporain,
va être introduit relativement à l'art moderne. Je prendrai cette distinction. En gros, l'art moderne, c'est l'art qui continue avec des moyens qui ne sont pas exactement les moyens du classicisme ou de l'Antiquité, ni les moyens du romantisme, mais qui continue à des transformations intérieures, par exemple en peinture à la sphère de la peinture, tandis que l'art contemporain va être quelque chose qui opérera une rupture qui fait que l'art va s'ouvrir d'une autre façon sur la vie, parce que l'art moderne également s'ouvre sur la vie, avec Van Gogh par exemple, on a qu'à voir la correspondance de Van Gogh qui est tout entière pleine de cette recherche justement de la vie, mais enfin je n'insiste pas là-dessus, on y reviendra si vous voulez, mais là il s'ouvre sur la vie d'une façon tout à fait différente, et justement par une rupture. Mais ce que je suggérais, c'est que peut-être il y a dans cette rupture une continuité, et que si on l'aborde par la différence des plans, par cette fameuse notion d'inframince que peut-être j'utilise ici dans un sens qui n'est pas du tout correct dans ce que Duchamp voulait dire, mais enfin ça n'a aucune importance, et cette notion suggère quelque chose, suggère justement ce déplacement imperceptible, suggère cette différentielle qui est aussi quasiment évanouissante, mais qui est extrêmement réelle, extrêmement puissante pour établir la différence de plan. Donc le cubisme introduit d'une certaine façon à ce déplacement. On le voit en particulier, là je ne fais que suggérer sans en faire l'analyse précise, mais je l'indique, le nu descendant l'escalier de Duchamp qui est fait dans un sens très cubiste, ou futuriste, mais enfin les deux se mêlent, c'est-à-dire par une interférence de plan, par la recherche d'une expression du mouvement, par la multiplicité des plans qui sont présentés simultanément, effectivement par la peinture. Il y a quelque chose qui nous montre justement là cet entrecroisement, cette différence qui se produit au niveau strictement des moyens de la peinture, c'est-à-dire en utilisant des procédés qui restent encore à l'intérieur de ce qu'on appelle la modernité. On ne quitte pas, et c'est intéressant de voir comment Duchamp a adopté dans toute une première période qui ne dure pas très longtemps, quelques années, de son activité picturale, a adopté ces procédés de l'art moderne contemporain, je dirais. Mais à un moment, il y a rupture. Il rompt et il adopte quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il passe à l'opération sur la réalité proprement dite, c'est-à-dire dont les matériaux et les composantes sont pris dans la réalité, puisque ce sont je sais pas, un porte-bouteille, un urinoir, etc., qui vont une roue de bicyclette, qui vont être pris comme des éléments. Donc il y a un transport, ce n'est pas simplement, ça peut en faire partie, mais ce n'est pas simplement une relation de l'art avec les moyens de son opération. Si l'on prend la peinture pour nous borner momentanément à cela, de l'art par rapport à la vie, puisqu'il peut y avoir, je prends de nouveau Van Gogh, il y a quelque chose qui, dans l'art de Van Gogh, est une recherche permanente de son relation avec la nature, avec la vie, mais par des moyens qui sont picturaux. Tandis que là, il va y avoir quelque chose d'autre, puisque ce n'est plus du tout à l'intérieur de l'art, c'est en passant dans un autre domaine qui est la vie quotidienne et qui tout à coup sera en quelque sorte esthétisé, non pas dans un sens courant également
où l'on traiterait, où l'on transformerait un objet quotidien en objet beau, mais uniquement par cette opération que l'on peut appeler mystérieuse, cette opération différentielle qui va être celle de ce transport de l'objet ou de cette découverte qui pourra aller par une sorte de mouvement inverse mais corrélatif dans la découverte par l'esthétique contemporaine qui entrera aussi dans l'art et qui s'appellera art brut. Ce ne sera pas du ready-made, mais ce sera de l'art brut, qui arrivera à trouver un objet quelconque de la nature, un caillou par exemple, considéré comme étant du domaine, relevant du domaine de l'esthétique, et pour des raisons qui ne sont pas du tout comparables à celles d'analyse qui pourraient être, qui ont été faites du point de vue de des analyses modernes classiques du beau, comme par exemple de chez Kant dans la critique du jugement, où il y a effectivement la recherche d'un beau dans la nature. Là, ce ne sera pas tellement le beau dans la nature. Le beau dans la nature, on cherchera un beau cristal, une belle fleur, etc. L'art, non. Ça sera un rebut, n'importe quoi. Quelque chose qui, dans la nature, précisément, n'est pas beau, ou n'a pas du tout de relation avec ce beau, qui tout à coup, par cette simple activité du déplacement, va être transformé en objet artistique, qui pourra se produire également, je termine là-dessus, aussi par une autre opération qui n'est pas simplement celle du déplacement, mais celle de la sériation, la série, précisément la mise en série, l'assemblage, de la même façon que des transformations comme par exemple celle qui sera utilisée par César dans la compression. La compression et l'écrasement qui pourra être l'écrasement de boîte, écrasement, compression d'automobile, ou alors comme Armand, les assemblages, les séries, les établissements de séries, ou comme Andy Warhol, avec des procédés qui sont simplement ceux de l'empreinte, de la reproduction, où l'on peut dire qu'à certains moments, ce qui n'est pas vrai non plus pour Warhol, puisqu'il y a de lui des œuvres qui entrent, qui sont des dessins, qui sont des peintures, qui entrent à l'intérieur même de ce qui est l'opération classique et moderne de l'art, et de ses moyens. Mais il y a également des opérations d'un autre ordre, qui sont les sérigraphies et aussi les multiplications de visages identiques, qui sont quelque chose qui fait sur l'objet quelconque, sur l'objet qui en lui-même ne pourra pas être considéré comme ayant subi une transformation esthétique, qui vont toutefois, en l'introduisant ainsi dans la reproduction sérielle, va être quelque chose qui va créer l'objet esthétique ou l'impression esthétique. Bon, je termine là-dessus, pour ne pas être... Je lirai ensuite peut-être quelques petites choses, mais pour le moment je ne veux pas fatiguer l'attention. Je résume par conséquent ce que je voulais faire ici. C'était une présentation qui en gros se simplifierait un peu. On en avait parlé l'an dernier, mais je pense que c'est une idée qui mérite d'être approfondie, dans la différenciation introduite entre l'art moderne et l'art contemporain, et autour de ce que j'appelle la révolution du regard, avec quelqu'un, un mot que j'emprunte à un auteur qui s'appelle Alain Jouffroy, dont vous avez peut-être d'ailleurs lu également des livres d'esthétique.
peut-être d'ailleurs également, s'il s'agissait de choix de titre ou de guide mémoire, pour situer un peu le cadre des recherches, on pourrait l'appeler, en empruntant alors le titre cette fois à un autre domaine qui est romanesque, la traversée des apparences, qui est de Virginia Woolf, qui d'ailleurs ne s'appelle pas en anglais la traversée des apparences. Ça, c'est le traducteur anglais de Virginia Woolf, qui est un traducteur également de Joyce, qui est traducteur d'Ulysse de Joyce, qui a donné ce titre à un livre qui s'appelle « C'est un voyage out », qui est le premier livre de Virginia Woolf, mais qui est, je crois, intéressant parce que il y a je crois, dans l'art contemporain, cette double orientation, peut-être. C'est si l'on veut, et l'on pourrait dire que il y a une célébration de l'apparence. Ce qui est certain, c'est les phénomènes extérieurs, les différents objets, la multiplicité qui s'expose au regard, qui est privilégiée, c'est même l'apparence pure qui joue contre les intentions à la fois de l'art historique, de l'art métaphysique, de l'art qui veut exprimer des sentiments. C'est l'apparence pure qui va jouer. C'est le jeu du regard. On voit que, par exemple, dans Niki de Saint-Phal, on voit comment elle joue également sur le bonheur, là, est expliqué par la richesse des couleurs, par la simplicité des formes, par le caractère très enfantin et intentionnellement enfantin de ce monde des nanas, des grosses femmes, vous avez La Fontaine, on le voit très bien, à La Fontaine qui est à la fête avec Tinguely, dans la Beaubourg, où l'on voit, il y a un certain nombre d'éléments qui sont de Tinguely, d'autres ceux qui sont machiniques, et d'autres de Niki de Saint-Phal, qui sont des éléments colorés. Mais en même temps, c'est une traversée, parce qu'on ne s'en tient pas non plus aux apparences. Ces apparences, on peut les utiliser, mais on va vers quelque chose d'autre qui est aussi un différentiel, qui crée d'ailleurs les problématiques de l'art contemporain, qui, vous le savez, a fait se demander, est-ce de l'art? Comment va-t-on décider si c'est de l'art? À quoi on va appliquer le jugement? Quel est le critère de ce jugement? Et qui fait à la fois, dans une sorte de paradoxe, mais qui est constitutif également, je pense, de ce contemporain, qui fait que l'art devient quelque chose d'omniprésent. C'est-à-dire que toutes les activités peuvent prendre une allure esthétique, et que les problèmes de l'esthétique se posent un petit peu universellement, puisqu'ils ne se sont jamais posés, non pas simplement à titre de décoration, mais comme étant des motivations profondes de l'ensemble des opérations sociales et des activités individuelles ou collectives. À la fois esthétique du corps, apparence corporelle, transformation, ce qu'avait critiqué Adolphe Loos en particulier dans une pensée qui était essentiellement moderniste, lorsqu'il avait écrit Crime et ornement, c'était précisément contre cette esthétique de l'apparence
Et cette peinture du corps, ce tatouage, est considéré comme un retour de la société contemporaine à une primitivité. Mais ces apparences, c'est justement quelque chose, à mon avis, qui est Adolphe Loos. C'est quelque chose... Ah, c'est quelque chose qui est... qu'est-ce que je dis? Je disais qu'il y avait une critique de l'apparence, une utilisation de l'apparence, mais en même temps quelque chose qui est traversé au sens où on pourrait dire il y a ces différents jeux d'apparence sont une ouverture sur une question qui est, on pourrait presque dire, sans réponse. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ouvre sur une question, sur un indéfini, mais sans apporter une réponse véritable. Donc c'est un peu, justement, à l'état de promesse de quelque chose qui ne se trouve pas satisfaite. Et c'est d'où ce caractère en permanence relancé, en permanence différencié aussi, transformé de ce que j'appellerais, faute de mots peut-être d'expression plus claire, une intention créatrice. C'est-à-dire il y a une concentration de l'activité esthétique sur cette notion de création, qui est devenue une notion essentiellement pédagogique, mais sans définition. C'est une création qui se trouve en quelque sorte ouverte, se suggérer pour elle-même sans que il soit donné de but ou d'application précise de cette création. Cette création qui est le travail du différentiel par lui-même. Un artiste ne peut se considérer comme tel que s'il se différencie d'autrui. Il ne peut pas rester à l'intérieur de sa propre production. Il faut qu'il se différencie de lui-même. Ça peut être vrai, ça peut être faux, parce que parfois il s'identifie à lui-même et dans des opérations répétitives. Mais si l'on suivait ce mouvement, il faudrait, étant donné que l'artiste est le créateur et celui qui compte essentiellement sur la différenciation par rapport à ce qui a été fait avant lui, il y a également ce mouvement de transformation, de différenciation perpétuelle qui caractérise le contemporain relativement à une modernité qui déjà avait fait intervenir un peu ces notions par rapport à un classicisme qui lui au contraire se fonde sur la répétition, sur l'école, sur la tradition, tandis que là c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui à la fois ouvre à l'art et l'accès à l'esthétique à n'importe qui, puisqu'on pourrait dire qu'il n'y a plus de spécialiste. Il n'y a plus de spécialiste, n'importe qui peut se proclamer artiste. Ce qui est certain, ce qui est un bien d'ailleurs, si l'on considère cela en relation avec ce qu'on peut appeler une pensée démocratique, une pensée ouverte à tous, mais en même temps c'est une problématique ouverte et dont la réponse n'est pas donnée immédiatement. Que signifie justement cette esthétisation générale, cette ouverture de la possibilité créative à n'importe qui, puisque n'importe qui peut, soit qu'il choisisse un objet quelconque autour de lui ou dans la nature et qu'il le considère comme un objet artistique, ou alors qu'il puisse lui-même donner lieu, soit dans son corps, soit dans son activité ou dans ses gestes, à une qualification de artistique. Donc voilà quels étaient les différents éléments un peu contradictoires, paradoxaux, c'est certain, mais intentionnellement d'ailleurs
pour les réflexions auxquelles on peut se livrer dans ce séminaire. Vous voyez, donc il est lui aussi ouvert à toutes les réflexions possibles, que je n'ai pas du tout l'intention ici de traiter d'une façon dogmatique, mais au contraire permettre de favoriser les différentes orientations et questions. Voilà, voilà pour cette présentation. Bon, je vous laisse la parole. Alors, je dis, c'est ça, il y a dans cette... Je vous ai donné également l'emploi du temps, le programme, le calendrier. Là, je repris et je présente la présentation Andy Warhol. Là, c'est un petit texte que j'avais écrit, mais je préfère ne pas lire, j'ai horreur de lire, et je préfère ainsi parler et proposer un certain nombre de choses. S'il est nécessaire, je lirai ensuite, mais pour le moment, je préfère qu'il y ait une discussion. Il y aura le jeudi 30, si ce n'est pas des vacances, parce que le jeudi 30, il faut bien faire attention que le mois d'octobre a 31 jours, donc, ah oui, c'est ça, le jeudi 30, comme le 1er novembre sera le samedi, il est fort possible qu'il y ait entre le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce qu'on appelle un pont. C'est au-delà du pont. Ailleurs. C'est au-delà du pont parce qu'on a reçu un mail aujourd'hui, hier soir, je ne sais plus. Hier soir ou aujourd'hui, il y a eu un mail comme quoi il y avait bien une semaine de repos pendant les histoires de... Là aussi, il y a du repos. Et on est à peine entré. Oui, oui, je crois que la rentrée, je crois que c'est jusqu'au 3. Et il faut bien que l'on fasse quelque chose. Vous n'avez pas lu le mail? Oui, ils sont confirmés qu'il y a effectivement. Le 30, ça se confirme Du 27 au 2 novembre, il y a repos. J'aurais besoin. Alors voilà, je vais vous dire. Moi, c'était moi aujourd'hui. Ensuite, il y a Thierry Briot ici présent qui nous fera quelque chose qui s'appelle Joie et beauté plastique chez les peintres théoriciens. Ensuite, je reprendrai parce que le 13 novembre, je reprendrai pour continuer cette présentation et la compléter un peu parce que il est possible que non, c'est ça, il est 4, non, on a le temps, il est 4h10, oui, c'est ça, on aura le temps, mais peut-être pas de donner de donner toutes les inférences, toutes les conséquences de ces oppositions, encore une fois, autour de la contemporanéité et de ce qu'on peut appeler le contemporain, qui est traité de part et d'autre, d'ailleurs je crois dans le département, puisque j'ai vu qu'il y a aussi Eric Allier, il y a tout un tas de gens qui font autour. Il y a Badiou également qui a fait, je crois, des choses. Badiou aussi fait, il a changé de tête. C'est ça, Rancière. Alors, il y a Bruno Cani qui parlera sur Giorgio Chirico, Chirico, je ne sais pas comment ça se prononce, Giorgio Chirico, le 27 novembre. Le 11 décembre, Alexandre Costanzo, qui parlera de quelqu'un d'intéressant dont on connaît plus le nom que les œuvres, c'est Carmelo Bene. Alors, Hans Kretz, qui est ici présent, devrait nous parler de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. On en a parlé par email, c'est où vraisemblablement le Karl Kraus, Sittlichkeit und Moralität, mais sinon... Sur la musique non, pas du tout, l'ouvrage sur les bonnes mœurs et la criminalité de Karl Kraus. Ah, c'est Karl Kraus? Oui, on en a parlé par email il y a quelques jours. C'est ça, il s'appelle Sittlichkeit und Kriminalität.
Ah bon, mais ça n'a pas de rapport avec l'art, alors. En fait, Si, il s'agit d'en finir. Ah non, si, parce qu'à partir de là, il aborde la question de la déviance et la question de la fêlure. Oui. Et à partir de là, on peut Oui, reprendre. d'accord. Alors, donc, comment tu traduis Sittlichkeit? On traduirait par bonne mœur. On ne traduit pas, si? Il n'est pas traduit, c'est aussi pour ça que je voulais. Il n'est pas traduit. Non, non. Oui, mais comment traduirais-tu en Bah, français? oui, bonne mœur, Sittlichkeit, Comment c'est le bonne mœur. Meur. Ouais. Ensuite, Jacques Rancière a dit qu'il pourrait venir. C'est un grand spécialiste dans l'esthétique. Le 22 janvier et Alain Brossat le 5 février. Ce qui nous permettrait d'atteindre au second semestre, parce qu'ensuite il y aura le second semestre, on déterminera à ce moment-là, puisqu'il y a là Georges Bleuss qui devra parler également sur Paul Klee, et Diane Morgan sur la nature morte, mais la nature morte comestible, alors, puisque la nature morte ouvre l'appétit. Donc c'est une relation là aussi entre la nature morte. Est-ce que la nature morte peut se manger? En général, c'est défini précisément par le non comestible, puisque je ne sais pas où j'ai lu une asperge peinte. Les asperges de Van Gogh, je crois que de Monet, de Courbet, de Manet, ne peuvent pas se manger, c'est ça. Alors là, c'est une relation avec la paix. J'aimais le Benfried, mais c'est assez indéterminé, je ne l'ai pas. Je devrais également faire quelque chose. Et bon, alors vous en avez, il n'y a qu'à le faire circuler de façon à ce que l'on sache exactement quels sont les éléments du programme. Je te laisse la parole. Alors, je vous laisse la parole, pour que l'on ne soit pas bloqué dans les interventions. Je ne sais pas sur les interventions. Bien. Non, tu n'as pas d'intervention. Moi Non. Thierry en a seulement son intervention est une intervention oppositionnelle. Mais je ne suis pas du tout contre ce fait. Je voudrais qu'on explique l'inframince aussi. Tu veux qu'on explique l'inframince? Si vous pouviez revenir un instant sur la notion d'inframince, est-ce qu'elle est de Duchamp même ou est-ce que c'est une notion appliquée à Duchamp? Duchamp. Sur quoi? Sur l'inframince. On se demande une explication de l'inframince. Inframince. Ah, l'inframince. Ah, je dois dire que l'inframince, je ne peux pas. J'avais noté à l'exposition du champ, il y a un petit papier sur lequel il y a, je ne sais pas si c'est un livre où il y a des notions sur l'inframince. Mais je dois dire que moi, personnellement, je ne suis pas compétent sur ce que Duchamp a voulu dire exactement par inframince, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu. J'avais vu simplement un papier qui a été exposé où il y a pour l'inframince, mais il ne dit pas particulièrement ce que ça peut être. Je crois que Thierry, c'était toi qui m'avais dit cette idée, non, d'inframince, non? On avait parlé, bah oui, c'est Oui, une c'est notion ça. cardinale. Je l'ai interprété, moi, l'inframince, moi, c'était mon interprétation. Mon inframince, mais c'est peut-être pas du tout ce qu'il veut dire. C'était précisément cette différence, on pourrait dire imperceptible, qui se produit d'une façon classique, si l'on peut dire, entre la référence, c'est un peu la différence entre le tableau considéré, la représentation considérée dans sa référence,
à un modèle existant est considéré dans sa référence au tableau. C'est-à-dire l'inframètre. Il y a si l'on prend pour exemple le portrait, bon, le portrait est fait sur un homme réel, existant à l'extérieur de soi. Bon, il y a entre le tableau et le portrait, si ce tableau est dit ressemblant, il y a une différence. Mais cette différence n'est pas exactement l'inframince. L'inframince, ce serait la différence entre un tableau ressemblant, ou une photographie, disons par exemple, et un tableau ressemblant qui est fait d'après une photographie, ou un tableau qui est une ressemblance, et un tableau qui est fait par un peintre comme Cézanne, par exemple, qui est relativement à un tableau ressemblant, et ces tableaux à lui sont ressemblants, mais apportent quelque chose qui, à l'intérieur de la ressemblance, c'est précisément l'activité artistique, le style, ce qu'on appelle le style, ou la manière propre, qui sont des inframinces. Et l'inframince, je le faisais résider dans ça, c'était dans des références, des différences qui sont totalement imperceptibles, mais qui ne sont pas de la même nature, par exemple, que la différence entre le modèle réel, bon, c'est pas un inframince, il est réel, extérieur, en chair et en os, et il y a l'objet, le papier, étant sur une photographie ou la toile sur laquelle il est représenté. Ça, c'est pas une différence d'inframince. L'inframince est plus subtil, on pourrait dire, puisqu'il est il s'établit au niveau de l'esthétisation, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais que les ready-made du champ, le transport d'une roue de bicyclette comme étant, voilà, objet d'art, fait qu'il y a entre la roue de bicyclette étant une roue de bicyclette et la roue de bicyclette objet d'art, quelque chose qui est un inframince, de façon à ce que la circulation soit rapide. Et au besoin, ensuite, on regardera plus précisément s'il y a des images qui doivent peut-être regarder. Je vais montrer là, puisque lui, il photographie, donc on le représente ici. C'est Warhol qui est connu. Ils sont connus les uns et les autres. D'ailleurs, donc je place. Mais maintenant, il y a Marcel Duchamp. Oui, ça, qui est connu aussi. Niki de Saint-Phal est connu, peut-être moins connu, mais on peut présenter un peu des images, une image de ce qu'elle représente. Je fais circuler pour qu'on ait ça devant les yeux et voir à quoi cela s'applique. Le thème général de ce séminaire, je l'avais dit, mais déjà l'an dernier, par standardisation des stéréotypes de consommation, de destruction et de mort. Ce sont donc des petites différences, des déplacements qui font que l'art va faire entrer justement quelque chose, s'insérer en quelque sorte dans la vie quotidienne. Et la proposition, l'indication, l'ouverture que je fais aujourd'hui porte essentiellement là-dessus. Ce n'est pas une conférence ni un exposé exhaustif, c'est simplement une indication d'orientation. Nous nous orientons
vers cette direction, de savoir de quelle façon il y a dans l'art quelque chose qui s'applique, à ce qui se prolonge un petit peu sur l'an dernier, c'est Art et vie. Art et vie, c'est un titre qui est tout à fait banal, puisque je regardais hier et je voyais qu'il y a à la fois une revue qui s'appelle comme ça, je ne sais pas, il y a des disciplines même qui s'appellent comme ça, donc le titre est extrêmement général. Mais je m'appuie essentiellement sur une phrase que je vous avais citée au début de l'an dernier, mais comme c'est un prolongement, je pense qu'elle est utile. Elle se trouve dans Gilles Deleuze, Différence et répétition, page exactement 375, où il fait une petite analyse, une petite incursion du côté de l'art. Et je vous demande de noter d'ailleurs la formule que vous pourrez retenir et de l'écrire, c'est car, voilà la phrase de Deleuze. Car le catalogue, ce ne sont pas des catalogues complets, donc il n'y a pas grand-chose effectivement dedans, mais enfin vous pouvez vous faire une idée, parce que ça sera fait à partir d'expositions qui ont eu lieu cette année à Paris, que vous avez cette année, il y en a une qui n'a pas eu lieu cette année, il y a 2 ans, mais elles sont terminées, donc on peut pas les voir, peut-être qu'il y en a qui se continuent encore, une d'Andy Warhol, qui a 2 ans, donc parce que celle-là est terminée, on ne peut pas la voir. L'autre, de Marcel Duchamp, je ne sais pas si c'est continué, peut-être. Et l'autre de Nikit Saint-Phal, qui doit se prolonger. Alors, pour que vous puissiez avoir des images quand même devant les yeux, je vais faire circuler, ne les immobilisez pas, donc regardez rapidement, car il n'y a pas d'autres problèmes. Car, je le dicte lentement, car il n'y a pas d'autre problème esthétique que celui de l'insertion de l'art ah oui, vous voulez ça? Alors, c'est ça, il y en a une, c'est ça. Non, je peux pas, parce que j'en ai besoin. Que celui de l'insertion de l'art dans la vie quotidienne. Et il commente ce que je résume en disant qu'il lui arrache des petites différences, qu'il fait résonner des séries, qu'il détourne la standardisation des stéréotypes